À la maison de retraite, le dimanche commence dès le jeudi ou le vendredi. On se prépare à la joie de recevoir une visite, quelqu'un de la famille, en général ses enfants, qui à leur tour ont déjà des enfants, de sorte que les retraités vont acheter de leurs maigres économies des boîtes de bonbons ou de chocolat. Certains pensionnaires s'illuminent à vue d'œil, tout ragaillardis, comme tirés d'une profonde torpeur. Mais ceux qui se préparent le plus assidûment aux visites du dimanche n'en reçoivent aucune. Ce sont plutôt des visites imprévues, celles qu'on n'attend pas ou qu'on n'a pas le temps d'attendre. Comme dans le cas des retraités qui tapent sans cesse le carton et qui, prévenus par les bonnes sœurs qu'une visite les attend en bas, sont obligés d'interrompre à contre-cœur leur partie de cartes pour descendre serrer la main aux membres de leur famille. À leur tour, se rendant compte qu'ils ne sont pas attendus comme il se doit, les visiteurs se sentent soulagés, heureux de voir leur papa ou leur beau-père retenus par d'autres occupations, contents qu'il leur ait facilité la visite en n'étant pas encore dépendant de la venue des gens de sa famille, et qu'au contraire, il ne se gêne nullement pour consulter sa montre, retrousser sans cesse sa manche et surveiller le temps qui passe, alors qu'en haut, les copains attendent de reprendre la partie de cartes. Moi, je n'attends personne. Et même lorsqu'un visiteur se présente, je lui donne à sentir que cela me fait plaisir, mais que je ne serai pas mécontente qu'il s'en aille. Car j'ai, au fond, deviné qu'il existe un temps pour tout. C'est seulement dans cette maison de retraite, qui n'est pas l'un de ces misérables hospices du bon vieux temps où l'on vivait de la charité. C'est ici, au milieu de ces vétérans d'une longue vie de labeur, que je découvre enfin la capacité de regarder autour de moi, que je peux lire sur chaque visage le destin de tous ces gens, comme ces vieilles gitanes qui lisent dans les lignes de la main ou dans le marc de café. Je pourrais écrire tout un livre là-dessus. J'ai découvert que chaque être a tout inscrit sur sa figure, mais aussi dans sa démarche et dans son corps entier. C'est pourquoi je ne fais que déambuler les yeux bien ouverts, devinant sans difficulté les rapports humains, car tout le monde est déchiffrable, tout le monde est lisible, même ceux qui dissimulent. En observant l'afflux des visiteurs dominicaux qui, chargés de gâteaux, de menus cadeaux et de fleurs, entourent nos retraités sur les bancs et les chaises du parc, je m'aperçois que la plupart d'entre eux arborent des mines renfrognées. Je saisis au passage des bribes de conversation où l'on se plaint des queues devant les boucheries et les marchands de légumes, où l'on se lamente d'avoir à attendre jusqu'à midi, voire jusqu'à l'après-midi, la livraison du pain et des croissants dans les magasins, où l'on récrimine à propos des rues éventrées et des maisons promises à la démolition. J'entends dire qu'il est dangereux de se promener le soir à Prague, qu'on y risque à tout moment de tomber dans une tranchée ouverte au milieu de la chaussée. Les visiteurs affirment, même en arrivant par un temps radieux, qu'ils ont essuyé un gros orage en route, une véritable tornade, que des accidents de la circulation les ont obligés à de grands détours dans toute la région pour venir embrasser papa ou maman, et que cette tarte qu'ils apportent, il a fallu la commander, la prendre dès le vendredi, car le samedi, on ne trouve plus un seul gâteau. En rôdant ainsi autour de ces familles bavardes, je comprends que toutes cherchent à insinuer qu'ici, à la maison de retraite, c'est, sinon le paradis, du moins un havre de paix. Certains vont jeter un coup d'œil au couloir abondamment fleuri, à la salle à manger et à son plafond décoré d'une fresque monumentale, et en revenant de leur tour d'inspection, ils déclarent qu'ils prendraient volontiers dès demain leur retraite et qu'ils n'aimeraient la passer nulle part ailleurs qu'ici, au château des comtes Spork. Les retraités écoutent avec un petit sourire les femmes qui, pour la plupart, ont fait des frais de toilette, ressorti leurs meilleures robes. Mais dès qu'elles essaient d'ouvrir la bouche pour dire que les choses ne sont pas tout à fait ainsi que le croient leurs enfants, que leurs soucis ne sont pas les mêmes, les visiteurs lèvent les bras au ciel et leur demandent de ne pas tenter le diable, et vite ils prennent leur mère ou leur père par le bras, et pendant que les petits-enfants s'attaquent au gâteau, ils les emmènent faire un tour dans le parc le long des allées, près des vieux hêtres bien taillés et des statues en grès.
Dès que le retraité fait mine de vouloir raconter l'envers de la médaille de cette belle résidence, vite sa famille s'agenouille pour essayer de lire la légende en allemand sur le socle des statues et de déchiffrer péniblement le nom gravé des mois, délavé par les intempéries, effacé par la mousse, car ces statues s'élancent ici depuis plus de 2 siècles. Cela se passe toujours à l'instant où le retraité cherche non pas à se plaindre de sa vie en collectivité, mais à dire simplement que la vieillesse n'est pas drôle, que les jeunes devraient s'estimer heureux de l'être encore, que chaque retraité ferait volontiers la queue pour le pain ou pour les légumes, qu'il lui plairait bien de se promener dans les rues éventrées de Prague, de commander son rôti à la boucherie pour telle ou telle date, bref, qu'il aimerait faire n'importe quoi pourvu qu'il soit jeune, plus jeune qu'à présent, afin de pouvoir se débrouiller tout seul quand sonnera son heure, au lieu de rester cloué au lit, impotent comme ceux à qui les bonnes sœurs apportent le bassin et qu'elles torchent comme des bébés. Je m'aperçois que dans cette situation, lorsque le retraité veut transmettre à ses enfants quelque chose de vrai, leur dire d'apprécier le fait d'être jeune à une époque où l'homme et le travail manuel sont tellement plus valorisés qu'autrefois, d'avoir des possibilités dont les anciens n'auraient même pas rêvé, comment l'oublier et ne penser qu'à soi-même? À chaque fois, celui des visiteurs qui semble être chargé d'empêcher pareille confession consulte soudain sa montre d'un air consterné, se frappe le front en poussant un cri, et c'est la débandade. La fête, la kermesse prennent fin tout à coup, tel un cinéma en plein air interrompu par la pluie. On se précipite pour prendre congé, ramasser les cabas, attraper les gosses par la main, les traîner derrière soi presque dans les airs, car le bus ou le train partent dans 30 minutes à peine. Et ceux qui sont venus en voiture se disent pressés de rentrer à cause d'un rendez-vous très important pour les études des enfants ou pour tel ou tel grand projet personnel. Et les retraités prennent un air encore plus alarmé. Ils miment théâtralement leurs craintes. Les membres de la famille s'éloignent donc, se retournent plusieurs fois avant d'arriver à la sortie, agitent la main ou un mouchoir. Parvenus enfin au portail en fer forgé ouvert en grand à 2 battants telles les ailes gigantesques de l'archange Gabriel, ils se retournent une dernière fois les yeux embués, avec un signe très lent de la main, comme pour un ultime adieu, un dernier au revoir sans retour. Je me promène dans les parages, faisant semblant d'observer le bout de mes souliers qui pointent alternativement sous l'ourlet de ma longue jupe, feignant d'écouter le crissement du gravier sous mes semelles. Mais en réalité, je suis du coin de l'œil les retraités abandonnés au milieu de la cour, appuyés sur une table et agitant leurs mains libres avec la même lassitude que sur un lit d'hôpital lorsqu'on prend congé pour la dernière fois de sa famille qui se retire à reculons vers la porte, car les jours sont comptés et l'heure approche. En fin d'après-midi, après le départ du dernier visiteur, les vases sont tous remplis de fleurs. L'arrivée des familles cérémonieusement chargées de fleurs me rappelle chaque fois les défilés sur les tombes des défunts, pour leurs fêtes, leur anniversaire, à la Toussaint ou à Noël. Et j'en conclus que toutes ces visites ne sont au fond qu'une répétition générale de l'enterrement. Et maintenant, je déambule dans la maison de retraite. La radio interne diffuse les millions d'arlequins. Toutes ces petites boîtes à musique suspendues dehors aux arbres comme des mangeoires pour oiseaux ressemblent tout à fait à des ruches d'où les abeilles vont essaimer sous le soleil dans toutes les directions. Les dimanches et les jours de fête, ces millions d'arlequins possèdent un effet beaucoup plus calmant que les cachets ou les piqûres. Avant d'aller me coucher, je rôde encore un peu dans les couloirs en écoutant les soupirs et les paroles décousues qui s'échappent par les portes ouvertes ou fermées. Depuis un moment déjà, les familles sont reparties, mais les conversations se poursuivent toujours. On se récite tout ce qu'on aurait dû dire pendant leur visite à la maison de retraite. Devant ma chambre, je colle l'oreille contre la porte ripollinée. Je l'entrebâille. Et dans la pénombre, j'aperçois Francie à genoux devant son poste de radio, entièrement absorbée par les nouvelles du monde entier qu'il écoute depuis plus de 20 ans. Il ressemble à un médecin auscultant un homme atteint d'une maladie mortelle. Il lève la main comme pour menacer quelqu'un dans le bulletin d'information. Il pousse un cri d'encouragement à quelqu'un d'autre.
Je referme doucement la porte et continue ma ronde. Francis attend jour après jour une nouvelle renversante pour lui et pour le monde entier. Mais je sais que son attente est vaine. Il attend exactement comme ces retraités qui aujourd'hui ont guetté l'un de leurs proches qui n'arrivera jamais. Peut-être est-ce aussi parce que depuis le début de notre mariage, Francis s'est imaginé sans en démordre que toutes les bonnes choses sont encore devant nous et que le bel avenir porteur du vrai bonheur ne se situera pour nous qu'après la retraite. C'est pourquoi il avait contracté 2 polices d'assurance d'un montant très élevé. Et si, contrairement aux gens de notre milieu, nous ne partions jamais en vacances, Francis me consolait en disant qu'on ferait tout cela une fois nos contrats arrivés à échéance. Mais moi, c'est ici, à la maison de retraite, que j'ai commencé à me sentir heureuse. Chaque jour, je voyage exactement au même endroit, questionne les témoins des temps anciens sur la vie 100 ans plus tôt dans notre petite ville, m'intéressant au quotidien de jadis, ému ou enchanté par tout ce qui s'y est passé bien longtemps avant mon arrivée. Ainsi, pendant que Francis fait plusieurs fois par jour le tour de tel ou tel pays grâce aux nouvelles du monde entier, je marche obstinément sur place, creusant peu à peu de chacun de mes pas le chemin descendant vers les défunts qui vivaient jadis dans la petite ville où le temps s'est vraiment arrêté.